Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à m'entretenir avec Blaise Dubois de la Clinique du Coureur et des PCN. Le 13 avril prochain va sortir la vidéo de l'entrevue que j'ai effectuée avec Blaise. Et évidemment, aujourd'hui, 10 avril, il s'est passé beaucoup de choses, dont une gestion de crise pour l'ensemble des organisations, je dirais, planétaires. Donc, j'étais intéressée de savoir comment la Clinique du Coureur et l'entreprise affranchie qu'ils sont ont bien su gérer cette crise et passer à travers. Est-ce que les notions de décision prise en collectif tiennent toujours? Et si oui, est-ce que ça a aidé l'organisation à mieux gérer la crise? Bon visionnement! Bonjour Blaise, Salut Vicky, comment ça va? ça va très bien toi-même? Je Super. souhaitais qu'on se reparle parce qu'aujourd'hui, on est le 10 avril. On a fait l'entrevue le 6 mars dernier, donc une semaine avant le déclenchement de la crise du 13 mars. Je voulais te reparler parce que, évidemment, je sais que vous aviez des événements là, en mai, en juin avec la Clinique du Coureur. Je sais aussi que le PCN ont été forcés de fermer la clinique là, pour quelques semaines. Puis en même temps, vous avez des employés partout à travers la planète, là, notamment en France, au Japon, en Italie. Après notre entrevue, c'est sûr que les gens vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec la clinique du corps? Donc, je voulais savoir d'abord comment ça se passait. Ben, pour faire une histoire courte, en fait, la clinique du coureur donne beaucoup de formations continues en présentiel. Donc, l'ensemble de nos cours ont été cancellés partout dans le monde. En fin de compte, ça a commencé avec le Japon, l'Italie. Après ça, on a cancellé aux États-Unis, puis en France, puis là au Canada. Donc, en fait, c'est que là, on a une gestion des liquidités internes, une gestion de nos ressources pour pouvoir survivre à travers les futurs prochains mois, parce que là, ça semble s'étirer de plusieurs mois pour passer à travers cette crise finalement. Donc, comme entrepreneur, ben, c'est un temps de pause, c'est un moment de réflexion, c'est un moment où on rebondit sur d'autres projets, mais où il y a une gestion interne qui est essentielle. Là. On parle entre autres de s'assurer que les liquidités suffisent à maintenir, en fin de compte, ton groupe de travail en action, puis et voilà. Fait que ça, c'est pour la clinique du coureur. Et il y a une gestion aussi, mais qui est indépendante, comme en France. Notre compagnie en France, par exemple, gère leurs choses eux-mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes défis, quoique on a cancellé tous les cours encore. Et nos enseignants, en fin de compte, sont souvent aussi des professionnels de la santé, donc des physiothérapeutes, qui, eux, deviennent en arrêt de travail avec leur profession aussi. Donc, tout arrive en même temps. À Québec, il y a PCN. Fait que PCN, on a mis à pied l'ensemble de tous nos employés, donc une centaine de physios plus tout le reste de l'équipe. Donc, ça fait beaucoup de personnes. Et c'est la même chose. C'est un calcul des liquidités. C'est une gestion d'être assez agile pour pouvoir se retourner de bord rapidement pour faire de la téléconsultation. C'est aussi, après ça, planifier une reprise qui va être optimale dans tout ça. Donc, c'est ça, on est en plein dedans et comme leader d'entreprise, ben c'est de s'assurer de garder ses troupes mobilisées, de garder ses troupes en santé, de faire en sorte, en fin de compte, qu'on s'assure que le suivi se fasse adéquatement. Puis, comme entreprise en franchise, quand on s'est rencontrés, bon, tu as parlé de la prise de décision qui se prenait en collectif. Comment vous avez géré ça? Est-ce que ça a été le même principe de prendre vos décisions en collectif avec la participation de tous les employés à la clinique du coureur? Je prends la clinique du coureur, en fin de compte, c'est drôle parce on a tourné nos vidéos pas très peu de temps avant que ça arrive et quand c'est arrivé, ben, c'est arrivé de façon directe, là, ça a été très accéléré. En l'espace d'une semaine, la clinique du coureur a fait des réunions extraordinaires. On a réussi à définir les besoins de chacun parce que je pense pas que c'est dans ces moments-là de crise où c'est important de parler d'équité interne. C'est le moment de parler de survie de l'entreprise et de qu'est-ce que chacun peut faire pour l'entreprise. Et à partir de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'en l'espace d'une semaine, on avait le calcul des cash flows qui était fait par la comptable. On avait identifié l'ensemble de toutes les dépenses qu'on pouvait couper versus ne pas couper. Chacun avait mentionné en fin de compte sa capacité de vivre un certain temps sans revenus versus moins de revenus. Et à partir de ce moment-là,
c'est de s'assurer que l'ensemble des éléments dans l'entreprise, en fin de compte, soient capables de bien passer à travers cette crise. Et on a tous des situations différentes. Donc, l'équité interne n'est pas recherchée dans ce moment-là. On équilibrera plus tard. L'idée, c'est vraiment de faire qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour l'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait. En une semaine, on était planifié pour continuer d'avancer, de travailler dans tout ça. Et voilà. En fait, c'est pas toi comme leader d'organisation qui a défini comment on va s'organiser pour passer à travers la crise, mais Ouais. ça a été chacun qui s'est mobilisé, même se sont sacrifiés au niveau du salaire. Quand on est dans une phase de crise comme ça, en fin de compte, puis que tout le monde se mobilise, puis que tu es une entreprise affranchie, en fin de compte, il y a pas de... Il y a des leaders d'idées, mais il n'y a pas de patron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde porte la responsabilité du succès de l'entreprise. Tout le monde porte la responsabilité de s'assurer que l'entreprise avance. Fait que, en fait, quand on fait une réunion extraordinaire, tout le monde pourrait l'appeler cette réunion extraordinaire. Et quand on se réunit, ben tout le monde, en fin de compte, est le patron de l'entreprise et dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour cette entreprise-là, qui est la mienne, là, tu sais. Mais chacun des individus à l'intérieur de l'entreprise a cette vision-là. Fait que ça fait en sorte que tout le monde y met du sien, tout le monde est prêt à justement faire en sorte de dire, écoute, moi, je suis capable de couper mon salaire pendant 2 mois parce que j'ai un coussin versus un autre, ben là, moi, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Et même si on n'a pas toute la même sensibilité au risque, en fin de compte, avec l'échange, on est capable, en fin de compte, de se positionner pour s'assurer finalement qu'on prenne les bonnes décisions en groupe. Effectivement, c'est pas un leader ou Blaise Dubois qui décide qu'on fait une réunion extraordinaire, qui décide qu'on fait telle chose, c'est l'ensemble du groupe qui, ensemble, décide de ces choses-là. Je trouve ça intéressant, l'équité dont tu parles. Moi, je suis en lien avec quand même pas mal de responsables en ressources humaines, puis notamment dans les entreprises manufacturières. Le plus grand casse-tête, c'est de s'assurer de prendre des décisions qui vont être le plus juste pour l'ensemble des employés, alors que là, à l'inverse, chacun s'est mobilisé pour que l'entreprise survive. Donc, les besoins de l'organisation ont été mis en avant-plan. Je peux donner un exemple tout simple, là. On a une personne dans l'entreprise qui n'a pas d'enfant, mais qui a des obligations financières parce qu'il s'est acheté un condo qu'il a transformé en Airbnb, puis là, finalement, il s'est impliqué au niveau financier pour ça. Et cette personne-là, en fin de compte, de ne pas recevoir un minimum de X par rapport à un prêt qu'il n'arrive pas à repousser, mais en gros, ça le met dans le trouble. Cette personne-là, on a décidé de la supporter à travers les projets qui étaient déjà engagés puis sur lesquels ils ne pouvaient pas reculer. Et d'autres qui ont des enfants, qui ont peut-être on pourrait dire, des besoins plus importants et qui, en plus, gagnent moins en salaire que cette autre personne pour une raison XY, pourrait décider de dire, écoute, moi, je peux faire ma part et pendant 2 mois, pas avoir de salaire, puis on me repayera plus tard. Et c'est là que je dis que l'équité interne court terme n'a pas de sens dans un moment de crise. L'important, c'est de s'assurer de la bienveillance de chacun de ses membres et de s'assurer que tout le monde ne se foute pas dans la merde et soit capable, en fin de compte, de continuer d'avancer puis d'être pleinement là au niveau aussi intellectuel, au niveau émotif, parce que ces moments de crise amènent des bouleversements qui font en sorte que si en plus, en dehors de notre travail, on vit des difficultés financières ou autres, que ben, c'est sûr que c'est pas profitable pour l'entreprise. Comment vous avez fonctionné avec les mesures d'aide gouvernementale, notamment le programme d'urgence, puis les subventions, là, 75 %? Est-ce que vous en avez bénéficié? Comment vous avez organisé ça à travers un fonctionnement différent pour chaque employé? Dans un moment de crise comme on est là, quand ça change à tous les 2 jours, le mot agilité dans l'entreprise affranchie prend tout son sens. Là, il faut être capable de se retourner rapidement. Il faut vraiment être capable de gérer rapidement il y a une journée où j'ai une opinion très précise sur quelque chose, puis une manière de faire, puis ça prend 2 jours, puis là, je suis obligé de changer complètement ma vision, puis la manière dont on va gérer la situation. Fait que, pour prendre la clinique du coureur, jour 1, la crise arrive, on dit, OK, on n'a plus de revenus, on n'a plus rien, on ne sait même pas que le gouvernement va donner des aides quelconques et on s'auto-organise. Donc là, on gère tous les cash flows, les dépenses, les dépenses en lien principalement avec les postes de revenus de chacun pour bien gérer ça. Puis on dit, parfait, on peut tenir jusqu'au mois de juillet sans faire de prêt. Puis à partir du mois de juillet, ben, on fera un prêt, puis bon, etc., etc. Une semaine plus tard, arrive le PCU.
Fait que là, on dit, OK, on aurait la possibilité, en fin de compte, de s'assurer que les gens, en fin de compte, puissent avoir un revenu sinon on n'a plus de liquidité, puis on va sauver nos liquidités. Mais en même temps, on a besoin que tout le monde travaille. Donc là, après ça, ben là, c'est toujours cette question-là. Tu sais, il y en a qui ont dit, écoute, moi, mettez-moi sur le PCU, je vais faire du bénévolat, tu sais, puis je vais continuer de travailler parce qu'encore une fois, qu'ils soient actionnaires ou pas, dans une entreprise affranchie, c'est leur compagnie. Puis là, après ça, ben, il y a eu le 75 et là, ben, finalement, ça vient régler plein de problèmes. Puis après ça, il y a le prêt du gouvernement de 40 000 qui règle un autre problème. Fait que là, finalement, notre état de crise, en fin de compte, sur lequel on était très, très réactif, on aurait pu être endormi, puis finalement, le gouvernement nous aurait sauvés. Ça aurait fonctionné pareil. Mais j'aime bien le processus dans lequel on a passé où, justement, on a été très agile, on a été très réactif, puis voilà. J'ai vu passer, à travers les différents médias sociaux, le 5 minutes par jour. Donc, rapidement, je pense après 3 ou 4 jours de crise, je voyais déjà des vidéos faites par toi et des gens que j'imagine qui travaillent à la Clinique du Coureur de partout à travers le monde. Donc, vous avez quand même été très créatifs là, pour maintenir un lien avec les clients. Oui, effectivement. En fait, vois-tu, quand on parle d'agilité, c'est ça, c'est de dire, OK, là, on est dans un moment de crise, qu'est-ce que les gens ont besoin? Puis même si nous, on calcule nos liquidités, puis ce qu'on va vendre, en fin de compte, pour pouvoir avoir du income, on est dans un moment où les gens ont pas le désir d'acheter, ont pas la tête à consommer quand on vient de rentrer dans ce moment de crise-là. Puis la question, c'est plus comment on peut, encore une fois, être bienveillant avec l'autre et notre consommateur, en fin de compte, qui est un professionnel de la santé ou un coureur qui fait confiance à la clinique du coureur dans ce qu'elle lui donne au niveau formation et ainsi de suite. Il y a une importance dans ces moments de crise-là d'entretenir son image de marque aussi avec quelque chose qui est sincère. Puis là, on s'est dit, OK, on va donner du contenu, on va faire en 5 minutes la clinique du coureur et on a 43 personnes qui travaillent, qui sont enseignants et autres à la clinique du coureur à travers le monde. Donc, chacun pourrait faire une capsule de 5 minutes sur un sujet précis et on va pouvoir nourrir notre lectorat, les gens qui, en fin de compte, nous suivent, nos professionnels, pour, d'une part, en tant qu'entreprise, entretenir notre image de marque qui est on est accessible, on donne et on est crédible dans ce qu'on avance. Puis en même temps, être généreux par rapport à tout ça, vu qu'on ne pourra pas pendant plusieurs mois, en fin de compte, donner du contenu et enseigner nos principes. Donc, le 5 minutes, la clinique du coureur a été fait très, très tôt dans le processus. Mais là, moi, ce que j'ai vu après ça, c'est que tout le monde a fait un peu du contenu qui allait donner et ainsi de suite. Là, tu sais, c'est comme, on n'a rien inventé, mais c'est parce qu'on est dans un moment où ça devient essentiel d'échanger justement sur ces informations-là. Est-ce que ça a été plus facile de gérer la crise dans une entreprise affranchie? La crise étant la crise, c'est difficile de toute façon, c'est-à-dire qu'on a des décisions parfois déchirantes à prendre. Mais oui, quand tout le monde se mobilise, quand t'es plusieurs à penser, quand tu utilises l'ensemble de l'intelligence collective, et c'est important dans un moment comme ça parce que il y a beaucoup d'angles morts, il y a beaucoup de veille à faire sur ce qui peut être offert, ce qui peut nous amener, je pense entre autres à l'ensemble des offres gouvernementales. Il y a une veille quotidienne à faire sur toutes les options qu'on peut avoir. On a besoin de l'ensemble de toutes les ressources. Donc, dans ces moments-là, en fin de compte, utiliser l'ensemble de l'intelligence collective et tout le monde dans l'entreprise, plutôt que d'être dans une entreprise où finalement, il y a une pointe de pyramide qui est décisionnelle et qui, en fin de compte, congédie parce qu'on n'a plus de travail tout le monde et qu'eux pensent, en fin de compte, à qu'est-ce qu'on va faire. Ben, c'est sûr qu'on est moins intelligent tout seul, on est moins créatif, on est moins habile. Donc, oui, c'est plus facile, je pense, dans une entreprise libérée de gérer un état de crise de cette manière-là quand tout le monde y participe, tout le monde est prêt à faire son effort, tout le monde est là pour l'entreprise et que même si tout d'un coup, tu perds ton travail du jour au lendemain, tu es là à 100% pour l'entreprise et tu lèves la main si on a besoin d'aide et ainsi de suite. Je te posais la question dans notre entrevue,
si une entreprise disait que c'est pas possible de libérer son entreprise, qu'est-ce que tu répondrais? Aujourd'hui, est-ce que tu crois que la crise actuelle va forcer les entreprises à se libérer avec tout ce que ça amène comme répercussion, comme transformation, autant avec le travail, le télétravail, avec les façons de fonctionner, la confiance qui doit se donner davantage là, pour les employés qu'on ne voit plus, qu'on ne gère plus de la même façon? Clairement, en fait, c'est drôle parce que le problème, c'est qu'on apprend souvent avec la douleur. Là. On devient libéré parce qu'on nous force à nous libérer. Il y a des patrons qui se libèrent, entre guillemets, un peu inconsciemment parce qu'il y a des revendications des employés puis que les employés ne sont pas contents de certaines choses puis on est obligé de laisser du lousse parce que sinon, ben, ils vont s'en aller et puis on veut les garder. T'sais. Puis il y a des entreprises qui se libèrent parce qu'ils veulent augmenter leur rétention d'employés, réduire l'attrition des employés. Fait que ça fait en sorte, en fin de compte, que souvent, on apprend par la douleur, on se fait forcer. Et là, la crise actuelle va clairement euh, faire réfléchir certains entrepreneurs sur leur manière de fonctionner, va certainement les amener, en fin de compte, à devoir redéfinir certaines manières de faire. Et là, j'ai parlé d'agilité. Comment on peut avoir une structure qui n'est pas trop technocratique, organisationnelle, rigide, avec un décisionnel qui passe 3 paliers avant d'arriver au plancher des vaches où on fait l'opérationnel. Il va falloir être beaucoup plus agile. Donc, oui, il y a là, on prend des shortcuts dans ces périodes-là, mais clairement, il y a des choses qui vont rester. Tu parles du télétravail, une des choses fondamentales dans l'entreprise affranchie, c'est de faire totalement confiance aux autres parce que les gens travaillent comme ils veulent, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de congé de vacances, de congé maladie. Tu prends ça quand tu en as besoin et combien tu en as besoin. Ça, à la Clinique du Coureur, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on se fait totalement confiance. Et dans une situation de crise comme ça, ben, quand les gens, tout d'un coup, avaient jamais eu l'opportunité de faire du télétravail, mais tout d'un coup sont obligés de faire du télétravail et se ramassent à la maison, tu es obligé de leur faire confiance. Et c'est là aussi qu'il y a des entrepreneurs qui vont peut-être réaliser que finalement, ben, ça fonctionne très bien pour la majorité de ces employés. Et encore une fois, ils auront appris par le fait de se faire forcer plutôt que de l'avoir intégré graduellement avant même qu'on leur demande ou qu'on leur impose ces choses-là. Donc, les exemples sont vraiment nombreux. Là. Je parle encore une fois, comme tout à l'heure, d'utiliser l'intelligence collective. C'est essentiel. Puis dans ces moments-ci, ben, tu n'as pas le choix de le faire. Là, il faut que tu sois le plus de tête possible pour être créatif puis imaginatif sur comment on va gérer ça puis comment on va progresser. Et c'est pas un boss d'une entreprise à la fine pointe de la pyramide qui peut prendre toutes les décisions pour qu'elles soient les meilleures dans ce moment-ci où prendre une bonne décision, c'est extrêmement complexe. Et prendre une bonne décision le jour 1 veut dire qu'elle sera peut-être pas bonne le jour 2 en plus. Pour finir avec PCN, ça va très bien aussi là, dans la mobilisation commune. On a plusieurs gestionnaires, en fin de compte, de chacune des cliniques. Là, puis il y a une réelle mobilisation, en fin de compte, autour de tout ça. Et toute l'équipe de gestion, l'équipe de direction, même si on n'est pas pleinement affranchi, là, il y a quand même un beau noyau qui fait en sorte que je pense qu'on va grandir à travers cette épreuve-là. Et comment tu penses, comme société, comme Québécois ou comme individu, on peut contribuer à une meilleure reprise? Il existe plein de choses, le panier bleu et compagnie, là, acheter local. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Moi, je pense que ça va aider plein de gens. Après, nous, en physiothérapie, personne ne consomme pas local. Tout le monde le fait de toute façon. À la Clinique du Coureur, on exporte notre savoir ailleurs. Donc, on donne quelques cours au Québec, mais c'est ailleurs qu'on fait des sous aussi puis qu'on enseigne nos cours. Donc, ça a certaines limites, mais par rapport à tous les biens de consommation, moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Après, je pense que cette crise-là va conscientiser peut-être un peu la population. Peut-être qu'on va être conscientisé à la surconsommation, peut-être qu'on va être conscientisé à la mondialisation et de la production des biens puis la consommation des biens qui viennent de l'extérieur. Peut-être que ça va avoir des effets positifs. Pour rire, je sais que vous êtes très actifs dans votre maison, là, en famille. Vous profitez, tu peux profiter un peu de tes filles, de Ouais. Isabelle, vous à bouger au lac Beauport. Nous, on est dans un petit paradis, on est vraiment chanceux. Moi, j'ai des amis qui sont à Paris, là, ils peuvent même plus sortir, ils peuvent à peu près rien faire. C'est vraiment compliqué. Nous, on a la forêt en arrière ici, fait que
On se permet de s'entraîner tous les jours, de sortir, d'aller avec les filles à l'extérieur. Et dans les mesures, en plus, en respectant l'ensemble des mesures gouvernementales sur les soins, etc. Donc, ouais. Merci beaucoup. On va te souhaiter le meilleur pour les prochaines semaines, les prochains mois, pour que l'équité interne puisse bien revenir, puis que cette belle culture-là demeure là, à la Clinique du Coureur. Puis merci beaucoup de ton temps, puis je pense que ça va être apprécié aussi que les gens puissent voir comment ça se passe pour tes deux organisations. Merci beaucoup, Vicky.